Après plusieurs jours de manifestations, François Hollande doit recevoir les syndicats de policiers. À Nantes, une marche était organisée de Waldeck-Rousseau à la préfecture. Le cortège ne rassemblait pas seulement des policiers en colère. Nick Reisman. Difficile de voir qui est qui dans cette marche silencieuse. Sans uniforme et sans banderole, 350 pompiers, gardiens de prison et personnel de santé, mais surtout de nombreux policiers ont marché ensemble pour exprimer leur ras-le-bol. Tous les jours, on est violenté, on est agressé. Il y a des collègues qui ont été victimes de violences dans un véhicule de police où on leur a lancé des cocktails Molotov. C'est inadmissible. On ne peut pas continuer comme ça. Ce qui nous apparaît à nous être l'impunité des personnes qui commettent toutes les infractions, qui sont relâchées très rapidement avant qu'on ait terminé nous-mêmes nos procédures, de toutes les atteintes aux policiers qui sont physiques ou verbales et qui ne sont absolument pas sanctionnées, ou très peu, parce que maintenant c'est devenu banal d'outrager un policier visiblement. On demande de la reconnaissance, de la protection, toujours la même chose, du matériel, des effectifs. Un message adressé en première instance à l'hiérarchie policière et à l'État. Des marches de la colère ont eu lieu dans 80 villes simultanément. À Nantes comme ailleurs, des habitants se sont joints au cortège en soutien à la police. Chaque fois que je suis en difficulté, c'est la police que j'appelle. Or, désormais, c'est la police qui a des ennuis et je me dois d'être justement à leur côté. C'est inadmissible, ils ont des voitures défoncées, c'est à peine s'ils ont assez de munitions pour riposter, donc non, c'est inadmissible. Pour moi, c'est inadmissible. 10 jours après le début du mouvement, le ras-le-bol est entendu au plus haut niveau, de la préfecture de Loire-Atlantique jusqu'à l'Élysée. Marchons, cœur sans pur. Manuel Valls s'est une nouvelle fois exprimé ce matin sur le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre a confirmé une évacuation de la ZAD dès cet automne. Il y aura progressivement évacuation. Progressivement ? Oui, parce qu'il faut le faire avec méthode, territoire par territoire, à partir de cet automne. Nous savons que sur place, je ne parle pas de ceux qui ont manifesté pacifiquement il y a encore quelques semaines, je parle de ces zadistes qui veulent créer les conditions d'un drame, qu'il y ait des victimes, je mets des guillemets, qu'il y ait des martyrs, de leur côté ou du côté des forces de l'ordre. Manuel Valls en a profité pour recadrer Ségolène Royal, sa ministre de l'Environnement, ouvertement hostile au projet d'aéroport. Il lui a reproché d'affaiblir l'autorité de l'État. Et Ségolène Royal lui a rapidement répondu, expliquant qu'elle ne polémiquait pas, mais cherchait des solutions. La partie de ping-pong se poursuit donc entre les deux poids lourds de l'exécutif. Le Tour de France de l'égalité fait escale à Nantes cette semaine. 8 jeunes des Minguettes, près de Lyon, viennent parler citoyenneté et laïcité. Annelise Thomine les a rencontrés. On met les petits plats dans les grands au centre socio-culturel du Bout des Landes à Nantes, car on attend du monde pour la soirée débat autour du film La Marche. Les premiers invités sont déjà là, et ce sont des invités pas comme les autres. Ils sont 8 à avoir fait le voyage depuis le quartier des Minguettes à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon. Rappelez-vous, ce quartier avait vu partir la fameuse marche des beurs en 1983, menée notamment par Toumi Djaïdja. 33 ans plus tard, ces jeunes reprennent la route avec le film de Nabil Ben Yadir sous le bras. Pour faire débat au sein de nos structures avec des jeunes, des moins jeunes, etc. Parler d'égalité, d'humanité. Les jeunes qu'on reçoit sont victimes aussi d'inégalités, aussi bien à l'accès aux grandes écoles qu'à l'emploi. Le chômage frappe les quartiers, avec un taux de chômage ici sur Nantes-Nord qui avoisine les 25%. Maison de quartier du Braille, studio 11-15 à Nantes, espace jeune à Aigrefeuille-sur-Maine. Les jeunes lyonnais vont sillonner la métropole nantaise toute la semaine pour dire que le combat pour l'égalité reste d'actualité. Je salue la France de toutes les couleurs. On est tous pareils, qu'on soit chinois, américain, que rouge, bleu, vert, jaune, on est pareil. Il y a beaucoup de problèmes encore en France et il y a beaucoup de questions à se poser. Et le fait justement d'arriver dans toutes ces destinations différentes, ces milieux différents, parce qu'il faut savoir que la ville c'est pas comme la campagne, donc forcément on n'a pas les mêmes problématiques. C'est toujours très enrichissant et du coup pour nous c'est comme une sorte de marche, même si on va pas faire tout le tour de France. Dernière étape de leur tournée nantaise, c'est ce vendredi à 19h au studio 11-15. Le FC Nantes s'est offert une bouffée d'oxygène hier soir à la Beaujoire. Les Canaries recevaient Angers en 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Un nouveau derby après le match contre Rennes qui a cette fois-ci souri aux hommes de René Girard. Emiliano Sala a ouvert la marque à la 28e minute d'une belle frappe du droit. Les Nantais font le break en deuxième période grâce à un autre but magnifique, l'œuvre cette fois-ci d'Adrien Thomasson.
Les Angevins réduiront la marque, mais c'est bien Nantes qui affrontera Montpellier en 8e de finale le 13 ou le 14 décembre prochain. Ce sera également l'heure des retrouvailles pour l'entraîneur René Girard, champion de France avec les Héroltais en 2012. Pour la première fois, une épreuve de la Coupe du Monde de billard français se déroule dans l'Hexagone et c'est à la Baule que revient cet honneur. Si les favoris sont attendus d'ici la fin de semaine, Annelise Thomy n'a pu assister aux préqualifications. Préparez les queues, placez consciencieusement les billes sur le tapis, lissez le tapis avec minutie, le match peut commencer. La Baule accueille toute la semaine la Coupe du Monde de billard à 3 bandes, une première en France. Le Billard Club Baulois est heureux d'organiser cette Coupe du Monde qui va avoir 149 joueurs se combattre pour arriver au numéro 1 dimanche après-midi. Les têtes d'affiche mondiales comme le Belge Frédéric Caudron ou le Français Jérémy Bury n'arriveront que vendredi pour les 16e de finale. En ce début de semaine, ce sont les préqualifications qui voient s'affronter les champions en herbe. Ça s'est bien passé. Bon, j'ai joué contre un adversaire français que j'avais jamais gagné. Et puis finalement, ça a fait que j'ai gagné pas en jouant très bien, mais en faisant le nécessaire en fait, de remporter le match. C'est la première fois qu'on participe à une Coupe du Monde hors du Portugal. Donc on est d'abord là pour participer justement. Mais si on peut gagner quelques matchs et avancer dans les qualifications, ce serait super. Ils n'ont pas l'air méchants, mais pourtant, ce sont eux les adversaires à abattre. Les Coréens, c'est vraiment le pays à craindre parce que c'est vraiment le billard là-bas, c'est une culture en fait. Tout se passe autour du billard. La preuve, ils sont 10 millions à pratiquer le billard français en Corée et seulement 15 000 licenciés en France. Mais les chiffres ne font pas tout. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité parce qu'il y a énormément de joueurs vietnamiens et de joueurs coréens. Mais c'est toujours les Européens qui gagnent les tournois internationaux. Verdict dimanche soir, car pour ce tournoi, comme pour tous les autres, le succès se fera par la bande. À quelques jours de sa fermeture, le musée Louis de Funès ne peut plus répondre à la demande des visiteurs. Via les réseaux sociaux, les responsables du site ont évoqué une affluence supérieure à leur capacité d'accueil. Résultat, plusieurs heures d'attente, parfois pour rien. Et depuis son ouverture en 2013, le musée consacré à l'acteur français a attiré plus de 65 000 visiteurs. Un succès qui ne l'empêche pas de manquer de fonds pour rester dans le château de Clermont au Cellier. Le musée doit fermer ses portes le 30 octobre, mais que les fans se rassurent, un autre lieu est déjà recherché pour accueillir l'exposition. Au collège Chantonnay, on combat le harcèlement grâce au dispositif Sentinelle. Des élèves se font les traits d'union entre les adultes et les adolescents et gèrent au quotidien les problèmes dans l'établissement et la cour. Pour qu'il y ait une situation de harcèlement, il faut qu'il y ait minimum 3 postures, on va dire. Il faut qu'il y ait un harceleur, un harcelé, ça paraît logique, mais surtout des spectateurs. C'est-à-dire que ça prend de l'ampleur à partir du moment où il y a des spectateurs et qui valident l'insulte, qui valident, qui rigolent. Et c'est ce qui fait d'autant plus mal. On va dire qu'on pourrait même considérer que finalement la douleur d'un élève peut être proportionnelle au nombre de personnes qui sont au courant de la stigmatisation et de la mise à l'écart. Donc ça peut se passer en direct en classe, mais ça peut se passer à la cantine avec un élève qui mange tout seul. Ça peut se passer sur Internet parce qu'on va prendre une photo, on va diffuser ou propager des rumeurs. Et la souffrance va être proportionnelle au nombre potentiel de personnes touchées. Vous avez mis en place cette action qui se passe dans le collège de Chantenay. Comment ça s'est passé ? Très concrètement, il a fallu d'abord convaincre des adultes que finalement l'intervention d'élèves au sein d'une classe ou au sein de la cour, ça pouvait être quelque chose d'assez positif. Leur expliquer aussi ce que c'était que finalement une intervention communautaire, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de détecter qui potentiellement se retrouve dans une situation de harcèlement, il s'agit aussi de prévenir, de faire en sorte que la souffrance n'arrive pas ou qu'elle s'arrête suffisamment tôt. Et donc les enfants sont plus à même d'intervenir dans le sens où ils sont les premiers au courant et qu'en général les adultes sont les derniers informés. Et donc du coup, une fois qu'on s'est mis tous d'accord sur la façon dont il fallait intervenir, c'est venu assez naturellement que
des élèves pouvaient être en capacité de réagir au sein de l'établissement, dans les classes et puis aussi à l'extérieur. Alors pourquoi est-ce que tu as accepté d'être sentinelle? Moi j'ai accepté parce que je savais que ça parlait du harcèlement et que j'en ai pas fait, j'ai pas été harcelée quand j'étais petite, mais c'est quelque chose qui me rend sensible. J'aime bien aider les gens et on me le dit souvent que j'aide souvent les autres avant moi et que fallait que je fasse ça. Et du coup ça concerne en quoi ça consiste en quoi justement être sentinelle? Ouais. Ça consiste à repérer les élèves qui se font harceler dans la cour. Il faut d'abord agir sur les harcelés et les spectateurs, c'est ceux qui regardent la chose auprès du harceleur. Donc il faut qu'ils arrêtent de rire aux blagues du harceleur, il faut qu'ils arrêtent de lui prêter de l'attention en fait. Et donc, du coup on va aider les élèves harcelés à se sentir bien, à aimer venir au collège et c'est à être content de venir en fait. Une fois que tu as discuté avec quelqu'un peut-être qui se fait harceler ou les spectateurs, tu en parles ensuite à des adultes, c'est ça? Oui, en fait on se réunit dans une salle avec les sentinelles, donc minimum une fois par semaine. Et on parle des cas qu'on a vus de la semaine et on distribue les noms aux sentinelles adultes référents et on voit ce qu'on fait, comment on agit et voilà. Et comment t'es perçue par rapport à tes collègues, tes camarades de classe? Ils trouvent ça bien ce que tu fais? Au début ils savaient pas du tout ce que c'était, ils disent sentinelle c'est quoi? Et puis maintenant ils sont envieux parce que ça nous donne un rôle dans le collège. Tout le monde nous connaît et donc du coup maintenant ils sont envieux, ils veulent tous devenir sentinelles, mais voilà. Et toi du coup t'es sentinelle parce que t'es rebelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as une force de caractère? Non pas forcément, mais les rebelles c'est ceux qui sont ni spectateurs, ni harceleurs, ni harcelés, c'est ceux qui sont au milieu et qui vont être capables de dire, qui vont faire la communication entre le harceleur et les spectateurs, qui vont dire, qui vont essayer d'empêcher les choses, qui vont parler aux professeurs. C'est eux qui vont intervenir pour qu'on s'occupe du harcelé en fait. On les appelle les rebelles, ce sont des élèves qui sont en général capables de dire non et de s'opposer et qui, dans une situation où un élève serait bouc émissaire, qui vont assez naturellement chercher à savoir pourquoi telle ou telle personne va moins bien, pourquoi il est isolé, qui sont en capacité d'aller voir un adulte ou un camarade en disant non mais ce que tu es en train de faire c'est pas bien. Donc ces élèves-là qui ont cette capacité et qui ont aussi un positionnement dans l'établissement qui les rend moins vulnérables que les autres. Voilà, on a essayé de trouver quelques élèves, puis finalement la liste elle s'est allongée, hein. Il y a beaucoup d'élèves qui ont cette capacité. Et puis voilà, il a suffi de leur expliquer.